Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Mille Mondes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un entretien avec Noémie Lemos à l'occasion des Utopiales 2024. Bonjour Noémie. Bonjour Vincent. Merci déjà de te prêter au jeu de l'interview pour Les Mille Mondes. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Déjà, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que tu avais de nombreuses casquettes. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu tout ce que tu fais en plus d'être autrice ? Je vais peut-être aller au principal. Donc dans la vraie vie, dans la vie classique, je suis ingénieure diplômée en agronomie et je travaille actuellement dans une boîte agroalimentaire qui fait du végétal et du bio. Je travaille notamment sur la marque Sojasun. Donc ça occupe mon temps de 9h à 18h les semaines du lundi au jeudi. Et du coup, les 3 jours de la semaine suivante sont dédiés plutôt à la partie artistique. Donc je suis écrivaine, autrice. J'ai aussi une fabrique de boules de Noël, donc créatrice avec mes sœurs. Et dans mes casquettes principales, la 4e qui est plus ponctuelle, mais je donne aussi des cours à l'université sur mon métier qui aujourd'hui est plus centré sur le marketing de l'agroalimentaire. Comment est-ce que tu en es venue à écrire, justement ? Alors, écrire, c'était quelque chose d'assez... C'est venu tout seul quand j'étais enfant. J'ai encore mes tout premiers cahiers, journaux intimes, les exercices de rédaction. Enfin, on est en classe de français, vraiment, c'était un truc fantastique. Je pense que tout de suite, ça m'a plu. Et tout de suite, dès que j'ai lu, en fait, l'écriture est venue parce que les livres étaient jamais assez gros, je restais jamais assez longtemps avec mes héros préférés. Donc... voilà, il fallait écrire la suite. Et en fait, ça m'a suivi. À part la prépa, l'école d'ingénieur, ça m'a suivi toute ma vie. Par contre, au moment où c'était en seconde, on nous demande de choisir entre littéraire, scientifique. Là, ça a été un gros dilemme parce que j'étais très attirée par tout. Donc, j'ai choisi une filière scientifique parce qu'en fait, déjà après, en première terminale, à l'époque, c'est là où il y avait le plus de matières différentes. Pareil, j'ai fait une prépa bio, c'était la seule prépa où on voyait de la physique, de la chimie, de la biologie, je suis un profil très généraliste et j'aime bien piquer un petit peu de tout. Et du coup, donc c'est là où je me suis... j'ai continué plutôt dans la filière scientifique en me disant je vais toujours continuer d'écrire, mais voilà, c'est un loisir, un plaisir. Et puis quand je suis arrivée à Rennes, que j'ai découvert ma librairie préférée chez Critique, mes libraires, j'ai rencontré des auteurs et en fait là j'ai découvert des gens qui comme moi avaient un passé ou une actualité encore assez scientifique, agro. Un de mes premiers contacts, ça a été Lionel Davoust qui sort de la même école que moi, donc même si lui a pas continué sa carrière purement scientifique, mais ça m'a aidé à me projeter, à me dire mais en fait c'est pas parce que j'ai choisi S que je peux pas faire carrière au sens vraiment de publier, vendre des livres, etc. aussi en parallèle dans le milieu littéraire. Donc c'est là où on va dire que je suis passée de écrivaine à autrice publique. Pour en rester dans les sciences, tu as travaillé dans le projet Amazonie Spatiale. Est-ce que tu peux nous en parler justement peut-être du lien avec tes études, avec ton côté scientifique et autrice, parce que c'était vraiment les deux au final. Ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai été sélectionnée parmi tous les candidats pour faire partie de ce projet qui était vraiment un super chouette projet et qui justement sur une thématique en France, comme moi j'ai dû le faire en seconde, on sépare beaucoup les choses. Il y a les scientifiques, il y a les littéraires, il y a ceux qui font du social. Un docteur, il n'est pas ingénieur. Un philosophe, il n'est pas pharmacien. Alors que quand on monte dans des siècles passés, Léonard de Vinci, il était bien tout ça. Et c'est vrai qu'Amazonie Spatiale, via l'Institut Matrice, qui est un institut d'innovation technologique, s'est donné cette mission de refaire discuter ensemble des compétences des milieux qui n'ont plus l'habitude de parler ensemble, mais qui sont intéressés par le même sujet. Et donc, il y avait ce côté, donc nous on était un collège d'auteurs et d'autrices de tout milieu, science-fiction, poésie, théâtre, blanche, des choses plus sociales et recherche aussi. Et on a discuté avec des scientifiques, des astrophysiciens, des juristes de l'espace, on a parlé de droit, on a parlé de plein de choses, des biologistes aussi, et avec aussi plein de personnes plutôt engagées dans tout ce qui est la politique, l'économie sociale, l'histoire. Moi j'ai découvert énormément de choses sur l'histoire de l'implantation de la base à Kourou en Guyane, sur tout ce que ça implique, le colonialisme, etc. Donc c'était très très riche. Et du coup c'est vrai que moi cette capacité, cet amour que j'ai pour lier des choses ensemble qui, a priori, n'ont pas trop de lien, a fait que voilà, j'étais hyper à l'aise dans ce projet et ça m'a énormément plu. Et en fait, les thématiques que tu abordes
dans Amazonie spatiale, on les retrouve aussi dans Hope, donc ton dernier roman. Ces thématiques-là, elles sont vraiment importantes pour toi? C'est des engagements très importants? Ouais, par thématique, c'est vrai que j'aime beaucoup aller travailler, mêler de la science et de la poésie et de l'imaginaire, flouter un peu ces frontières et aller travailler beaucoup notre relation à l'autre, et l'autre en tant qu'autre très très différent. Donc l'autre différent en tant qu'humain, déjà la personne à côté peut être différente. Après on peut aller chercher du côté des animaux, déjà des humains d'autres cultures, souvent c'est déjà déstabilisant. Il y a l'autre animal, il y a l'autre végétal, il y a l'autre écosystème, et la science-fiction me permet d'aller tirer le trait très loin dans Hope, qui est mon premier roman, vers un autre entité extraterrestre, mais même dire extraterrestre, ça remet la Terre au centre, mais quelque chose de complètement différent. Et dans Amazonie spatiale, on est plus centré sur l'objectif était d'imaginer un spatial dans les années 2075, dans 50 ans, qui soit pas le spatial où on a tout conquis avec nos travers habituels, d'imaginer quelque chose de différent. Et moi, dans ma nouvelle, ça me tenait à cœur d'aller mettre en lien des choses qu'on n'aurait pas pensées. C'est vrai que le spatial, j'étais très dans une bulle très contrôlante, très aseptisée, puisque c'est une question de vie ou de mort, hein, pour, par exemple, dans l'ISS, de savoir, de contrôler les bactéries qu'il y a à l'intérieur, par rapport à la santé des astronautes. Il y a plein de choses où c'est vrai qu'en tant qu'ingénieur agronome, je me suis pris plein de fouets, les stérilisations diverses, tout est très métallique, très énergie, froid, physique, chimie, et j'ai voulu remettre du vivant. Et en plus, j'ai été ravie de voir par mes recherches et par mes contacts via Amazonie spatiale que c'est en train d'arriver aussi. On est en train de se dire qu'il y a des champignons dans les cuves de Tchernobyl qui résistent et qui absorbent les radiations nucléaires qui nous sont fatales. Donc, d'ici à pousser le truc un petit peu plus loin en se disant, eh bien, on pourrait faire une ISS recouverte d'un champignon qui absorbe les radiations qui sont mauvaises pour la santé des astronautes et qui nous permettrait de voyager plus loin. Et c'est ce pas que j'ai franchi, que j'adore franchir. Et du coup, ma nouvelle que j'ai voulu vraiment à destination des jeunes collégiens, lycéens, qu'elle soit vraiment tout public, elle met en scène ça, la relation de deux mondes qui sont différents. Ça recoupe un peu le thème des utopiales, l'harmonie. Le fait que deux choses très différentes coexistent avec poésie plutôt que de s'affronter, et qu'au contraire, plutôt que de choisir un camp ou l'autre, de voir les choses binairement, on a une démarche beaucoup plus organique, en fait, beaucoup plus biologique. En biologie, il n'y a pas de noir et blanc, c'est pas de la physique, c'est pas à telle température il se passe ça. C'est beaucoup plus fluide, c'est toujours des notions de gradient plutôt que de résultat. Et du coup, c'est ça que je voulais montrer en disant, mais quand on pense qu'on doit choisir ça ou ça, parce qu'on s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'on continue l'exploration spatiale ou pas, est-ce qu'on renonce à l'espace, un peu blanc et noir. J'ai essayé de proposer une phrase de mots en disant, mais plutôt comment on le fait, avec quoi, est-ce qu'on peut pas inviter des choses différentes, très repoussantes de premier abord, pour nous aider à aller plus loin. Et donc tu l'as un peu dit, mais on retrouve le thème de l'enfance dans ton écriture. Là, tu ressors Neige, qui est un conte à destination des enfants, mais pas que. Des grands enfants. Oui, des grands enfants aussi, hein, avec l'imaginaire, on ne veut pas dire le contraire. L'enfance se retrouve beaucoup dans ta plume, dans ton écriture. D'où te vient ce choix et ce goût pour raconter l'enfance? Je pense il y a vraiment quelque chose, et qui est à l'origine de Neige aussi, dans mon choix en fait d'aller vers j'écris pour être lu. Quand il y a 6-7 ans, mes sœurs m'ont annoncé que j'allais être tata, 2 fois parce que mes 2 sœurs tombaient enceintes la même année. C'est vrai que d'un coup il y a eu ce quelque chose de ah, c'est cool, je vais être tata, et en fait j'ai envie de transmettre plein de trucs, un petit côté rébellion, un amour pour aller explorer, aller voir les autres, une grande tolérance, un respect des autres cultures, de la nature, de l'écosystème, de notre monde. Et puis je me suis dit, waouh, mais c'est vrai que mes neveux et nièces, j'habite à 800-900 km, ils sont vraiment perdus dans la montagne, et puis la vie, demain il peut m'arriver un truc, enfin comment je fais pour être sûre que quand même je vais leur transmettre quelque chose. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à écrire en me disant, là je me suis intéressée aux techniques narratives,
pour me dire je veux laisser une trace qui sera lue dans 10 ans, 20 ans, mais qui soit, voilà, que j'ai pas à rougir et qui soit vraiment lisible. Et c'est là où j'ai commencé une démarche professionnelle. Et du coup, c'est vrai que ce rapport à l'enfance, il commence aussi par la naissance de mes neveux-nièces et ce déclic de dire là, je veux aller vers l'extérieur, je veux partager, je veux transmettre quelque chose. Et du coup, c'est vrai que comme ça, ce déclic s'est fait par eux, je pense que ça m'a poussée naturellement vers ce sujet aussi de l'enfance, parce que même si je me dis c'est des choses qui liront d'eux-mêmes, c'est pas des contes illustrés purs et durs, des albums pour les enfants, même si je compte bien en faire un jour. Mais là, c'est quand même des choses, je me suis dit, c'est plus sur des questions d'ados, de jeunes adultes. Moi, qu'est-ce que j'aurais eu besoin qu'on me dise au moment où je me cherchais vachement, typiquement ce moment où j'ai dû choisir entre S et L et où j'ai cru qu'en fait choisir l'un, ça oblitérait l'autre. J'ai eu une intention sur cette période-là et c'est vrai que en même temps j'écrivais parce que Neige et Hope parce que Neige c'était la première grossesse de mes sœurs et Hope sont tombées enceintes à nouveau en même temps. C'est hyper pratique, ça m'a évité de faire 30 bouquins 3 ans plus tard et au moment où Marielle me demandait un roman aussi, donc c'est très bien tombé. En fait, ces livres sont à destination de mes neveux-nièces, de ce qui seront des ados qui seront dans 15 ans, mais aussi à destination de mes sœurs, et une façon de partager aussi un acte de création qui pour elles est un acte biologique d'enfantement et qui pour moi est un acte littéraire. Et voilà, forcément en l'écrivant dans cette sensation-là, j'ai voulu aller travailler la thématique de la maternité, qui revient dans les deux, qui est moins présente dans la nouvelle. Et en fait, je l'ai retournée, puisque on est dans une famille où on n'a pas les mêmes choix. Et moi, par un choix de ne pas avoir d'enfant, voilà, ça suscite des réactions pas toujours évidentes en face. Et du coup, en fait, dans les deux livres, j'ai retourné le truc en disant, pour parler à mes sœurs, pour voilà, les accompagner, je vais prendre des héroïnes qui sont soit enceintes, soit ont un désir de maternité, soit ont un enfant. Mais par contre, je vais faire en sorte que ça soit perturbant. Pas choquant, mais perturbant pour le milieu où elles sont. Que ce soit anormal, comme on considère que c'est anormal de ne pas vouloir d'enfant. Et du coup, c'est une façon de mélanger leur vécu, le mien, et de faire quelque chose qui est une œuvre presque un petit peu commune, même si c'est moi qui m'écris. Et de là-dedans, et c'est vrai qu'à chaque, j'ai une facilité à écrire les personnages d'enfants, parce qu'en fait, c'est une période que j'ai vécue, dont je me souviens bien, et c'est vrai que ça vient tout seul. Et là, actuellement, c'est vrai que je me questionne sur comment je fais pour avoir des personnages qui sont dans la vieillesse, dans un âge que moi, je n'ai pas vécu. Comment je fais pour que ce soit crédible, c'est quand même moins évident. Et c'est peut-être pour ça que malheureusement, on a moins de personnages plus âgés aussi dans les romans. Donc il y a aussi une question un peu de facilité, ça reste un premier roman, donc conseil pour tout le monde. Moi, j'étais à l'aise d'aller chercher quelque chose dans lequel j'étais en confiance. Et maintenant que j'ai des bons retours et je me dis bon ça va, j'ai l'air d'avoir les bases, je vais pouvoir progresser et aller chercher des choses un peu plus complexes. Et puis pour Amazonie Spatiale, en fait, par le programme, j'ai eu la chance de partir 3-4 jours en colonie de vacances à l'Eurospace Center en Belgique avec des enfants de 7 à 14 ans et c'était génial. Et en fait, dès le début, quand on a dit 2075, je me suis dit 2075, j'aurai 90 ans. Bon, si j'ai la chance d'être encore là, je serai dans des thématiques à la transmission de fin de vie, même plus la transmission, ça sera terminé. Je pense que je serai plus en disant comment je veux partir, dans quelles conditions, etc. Mais par contre, les enfants, eux, ils seront cinquantenaires, 60-soixantenaires, etc. Et en fait, c'est vrai que d'être à leur contact, de les voir, et là aussi, c'était une évidence d'écrire pour eux et avec ce qui m'ont inspiré aussi de à la fois, ils étaient fascinés, il y avait plein d'expériences, on était dans l'espace pendant 3-4 jours, on avait l'entraînement des astronautes de façon hyper pédagogique, on a lancé des fusées, c'était génial. Et en fait, il y avait dans le regard à la fois le rêve et on y est, et puis à la fois leur quotidien qui revenait, ils parlaient entre eux du poney, il y avait ce mélange-là de concret, de rêve, et puis de choses pour certains, c'était hyper concret, en mode ah ouais, non, mais moi je vais être astronaute, puis il y en a pour d'autres, c'est ah ouais, non, c'est cool, mais bon, quand même, t'as vu, c'est hyper compliqué, il y a le vide et tout ça, c'est pas pour moi, voilà, tout ça m'a vachement inspirée. Donc on a parlé de tes engagements dans l'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire plus et peut-être les engagements dont tu n'as pas encore parlé mais qui te tiendraient à cœur pour des prochains projets? Alors, il y a un point fort sur Hope et c'est vrai qu'il est souvent relevé. C'est, on va dire, un engagement plutôt féministe. Alors, je connaissais pas du tout le féminisme avant d'écrire Hope. C'est plutôt dans le travail de relecture avec mon éditrice et
et de conscientisation de ce qui, moi, me paraissait évident, de mes valeurs profondes que j'avais envie de transmettre, que je me suis rendu compte que ça rentrait dans ce non-féminisme et que beaucoup s'y sont reconnus. Mais c'est vrai que le travail passionnant sur Hope, je suis partie, pareil, de mes connaissances scientifiques et des connaissances scientifiques actuelles du monde qui font que les astrophysiciens eux-mêmes nous disent on est plus près de craquer les équations d'Einstein que d'atteindre la vitesse de la lumière sur des nanobots microscopiques. Alors, les gros vaisseaux qui, voilà, comme dans Star Wars, moi je suis génération Star Wars, vitesse de la lumière, en fait, ça, non, pas possible. Et puis, un autre truc aussi complètement, à l'état de la science actuelle, impossible, c'est la gestation, comment on dit, artificielle, c'est-à-dire de créer des corps artificiellement avec des machines et tout ça, des génomorpheurs et compagnie. Ça, on sait très bien faire la FIV, pas de souci, mais en fait, un utérus et le processus tellement complexe, biologique, de création de la vie, chez l'humain en plus, c'est là aussi, actuellement, c'est vraiment de la vraie science-fiction. Et du coup, quand c'était un documentaire que j'ai vu, que j'ai jamais réussi à retrouver, mais qui était génial, et tout de suite, je me suis dit, bon, bah, si on voulait vraiment habiter sur une nouvelle planète, où il n'y a pas d'humains et qu'on voudrait les importer, entre guillemets, de la Terre, bah, en fait, il faudrait des femmes. Ce serait compliqué de les envoyer, on pourrait pas recréer les humains sur place, donc ouais, en fait il faut des ventres, il faut des femmes, c'est un motif hyper classique de la science-fiction, mais du coup je suis partie de ça et j'ai voulu le tourner différemment, jouer avec le motif littéraire, mais essayer de proposer une autre toute petite vision, hein, je vais pas révolutionnément non plus, mais de se dire en fait sur une société qui est uniquement féminine, parce qu'il faut des femmes pour faire des femmes, parce que, pareil, on ne peut pas apporter beaucoup de corps sains capables d'enfanter, et forcément, au début, elles vont être 9. Et il faut qu'elles enfantent des femmes qui enfanteront des femmes avant qu'on puisse réintégrer une reproduction sexuée pour des questions génétiques. Et là, donc, je me retrouve avec un roman, je suis très bien dans mon monde, où il y a que des femmes et où elles ont absolument les mêmes torts et les mêmes problèmes que s'il y avait des hommes. Faut pas croire, c'est pas parce qu'il y a que des femmes que tout se passe super bien. Mais voilà, et arrive un élément différenciant qui est le premier petit garçon, qu'on rend différent parce qu'on le pointe comme différent. En fait, lui ne se sent pas différent, c'est la façon dont on le traite qui va le rendre différent. Donc c'était aussi pousser une réflexion sur c'est quoi la différence et comment, oui, certes, elle peut exister, mais on est tous à la fois très semblables, à la fois différents. On a je sais plus combien de gènes en commun avec la banane, et tous les uns les autres, toi et moi, on a 99,9% de nos gènes. Enfin, on est à la fois identiques et à la fois différents, mais c'est toute une question culturelle. Enfin, j'avais envie de pousser un peu ça. Mais c'est vrai qu'en écrivant le texte, j'avais 5000, dans ma tête, tout est très carré, j'ai 5000 femmes et un garçon. Je me suis dit, mais je peux pas écrire « il ». En fait, le fameux masculin l'emporte sur le féminin, la règle grammaticale qui pour moi était limite une loi gravée dans le marbre, j'étais quand même, j'ai un côté un peu statistique, je fais non mais quand même, c'est quand même con quoi. Et j'en ai discuté avec mon éditrice et il me dit non mais en fait la langue c'est un outil, je pique la citation à Hélène Boulard, mon éditrice, l'une de mes deux éditrices, c'est un logiciel libre de droit. Chacun peut en faire ce qu'il veut, l'utiliser comme il veut. Le but, c'est de se comprendre. Et la langue évolue en permanence. Et en fait, les règles, notamment l'Académie française, sont là pour graver dans le marbre ce qui, à un moment donné, a servi comme règle. C'est pour ça que c'est souvent des anciennes règles, parce qu'il faut le temps de... Enfin bref, c'est ce que ça, je ne jugerai pas. Mais elle m'a dit, en fait, avant la réforme de Richelieu, de mémoire, je suis pas très bonne avec les dates exactes, mais avant, il y avait une règle d'orthographe qui s'utilisait, qui était l'accord de majorité. C'est-à-dire que s'il y a 2 femmes, un homme, on dit « elle », s'il y a 10 hommes, une femme, on dit « il », etc. Et en fait, c'était génial, parce que ça m'a débloqué, j'ai pu mettre l'accord de majorité, l'accord de choix aussi, et du coup avoir une langue, un texte, la forme qui va avec le fond de ce que je voulais dire. Donc c'est vrai que et c'est souvent ce sujet-là, on l'aborde souvent quand je rencontre des lecteurs en table ronde, parce que au final c'est pas forcément nouveau, mais c'est pas souvent. On commence à avoir les prénoms neutres qui apparaissent de plus en plus. J'avoue que j'étais très marquée par Becky Chambers, c'était la première fois que j'ai lu un Yale, et pareil là, d'un coup on me dit waouh, c'est tellement évident, c'est tellement jouissif d'avoir des mots pour toutes les choses et pas être obligé encore une fois de dire il ou elle. En fait, il y a une multiplicité de variations et notre langue nous permet ces variations. Donc ça, c'est super chouette.
Mais c'est vrai que c'est assez. Il n'y a pas beaucoup de livres aujourd'hui qui utilisent l'accord de féminin, l'accord de majorité. Et en plus, là, moi, je dis pas que j'utilise dans tous mes livres, mais là, ça prend vraiment sens. Donc c'est vrai que voilà, c'est un des points aussi qui me tient à cœur et qui montre comment, en le lisant, j'ai beaucoup de retours en me disant bah oui, en fait, c'est évident, ça n'empêche pas la lecture. Je voulais pas quelque chose qui sort de la lecture. C'est juste montrer qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut et on se comprend très très bien. Ouais, écoute, merci beaucoup, c'était super intéressant. Tu parles beaucoup de ton éditrice, de tes éditrices. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les éditions Timelapse, comment tu les as rencontrées, comment vous avez travaillé ensemble? Avec grand plaisir. Tout a commencé justement quand j'ai écrit Neige. Je connaissais donc Marielle, qui sortait d'édition, de master d'édition. Et c'est vrai que comme Neige, je voulais l'imprimer pour l'offrir à ma famille. J'étais pas encore dans je vais publier, mais j'avais besoin d'un accompagnement. Moi, je suis autrice et une éditrice, c'est quelqu'un qui a cette compétence d'aller voir le texte, où sont ses points de faiblesse, le rythme, d'aider sur des choses très techniques comme l'orthographe dont j'ai parlé. Et du coup, je lui ai demandé de l'aide. Et elle m'a accompagnée sur Neige. Et puis toutes les compétences de mise en page aussi qui sont très précieuses, parce que je tenais à l'imprimer correctement, etc. Et donc voilà, se passe, j'offre Neige et tout va bien. Et 2-3 ans plus tard, synchronicité, au même moment où mes sœurs me disent on est enceinte pour la deuxième fois, on était en plein Covid, et j'ai Marielle qui m'envoie un petit texto en mode écoute, j'aimerais bien monter une maison d'édition. Voilà, je vais pas m'appeler Hachette tout de suite, mais faire un projet en douceur, en respect de toutes les parties prenantes, à taille humaine. Et j'avais bien aimé travailler avec toi. Est-ce que ça te dirait de m'écrire quelque chose? Donc j'avoue que là, c'est là où je dis synchronicité, parce que statistiquement quand même, il y avait très très peu de chances que toutes ces choses arrivent en même temps. Donc c'est là où l'aventure a commencé. Donc où j'ai écrit Hope, premier roman, donc ça a pris un peu de temps, relecture, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, donc Marielle, alors qui toute personne dans Timelapse en fait un travail à côté, c'est ce qu'on appelle comme moi, on est toutes à avoir d'autres occupations, donc on l'a fait en fait sur le temps dont nous disposions. Le temps qui nous rendait sereines, en fait, qui respectait, on a toutes des rythmes différents. Et du coup, en fait, Timelapse s'est créé comme ça au fur et à mesure. Marielle a rencontré Hélène Boulard, qui s'est jointe à l'aventure. Et qui, du coup, j'ai eu la chance d'avoir 2 éditrices, donc 2 relectures, 2 œils différents, très complémentaires, et qui sont vraiment top. Et puis ça s'est monté au fur et à mesure, donc la maison d'édition s'est créée il y a 1 an. On a lancé Hope en avant-première pour Noël. Le livre est sorti officiellement en février. Donc petite maison d'édition rennaise, associative, tout le travail qui est fait autour par les éditrices et bénévoles. Aujourd'hui, elles sont 3, Marielle, Hélène et puis Julien, qui vient apporter aussi son expertise sur plein de sujets. Et pareil, tout le monde touche à tout le monde apprend l'un de l'autre. Donc c'est vraiment un petit projet très hors cadre, je sais pas, à part, qui correspond bien à la fois sur le fond de Hope, sur le message, sur l'intention que je voulais dans ce livre, et puis sur ce côté un peu artisanal. Le livre est imprimé en France, il y a le choix qui est fait d'être en noir et blanc pour avoir un impact écologique moindre. On est dans de l'autodiffusion pour être dans la relation humaine. Et je suis allée en librairie avec Hélène, j'ai rencontré les libraires. Et aujourd'hui, là, aux Utos, je viens de recroiser. Et c'est génial de voir, d'avoir cette rencontre humaine. En fait, c'est pas juste un produit qui est posé sur un étal et il faut le vendre. Ça, c'est mon métier le reste de la semaine. Beaucoup moins. Il y a l'humain aussi, bien sûr, mais quand vous achetez un yaourt, potentiellement, vous ne voyez pas la personne qui l'a fabriqué, vous ne voyez pas le chef de rayon. Là, c'est vrai que c'est tout un écosystème, en fait, qui essaye de proposer quelque chose de différent. Et du coup, il y a Hope, il y a Fumeterre, qui vient de sortir de Jean Millman. Et puis, il y a une 3e sortie que les filles ont prévue pour la fin d'année et que j'ai très hâte de voir. Trop bien. Et toi, du coup, tes projets d'écriture? En normalement mai prochain, sort Station Symbiose. Donc là, de retour dans l'enfance, là aussi, très critique est venu me voir en me proposant d'écrire pour la jeunesse. Et j'avoue que c'est pareil, je suis toujours dans ce côté de transmission, mais ça me tient très à cœur d'écrire pour les jeunes. Et d'écrire pas quelque chose écrire pour les jeunes, c'est pas simplifier, c'est au contraire, il y a une exigence derrière
à la fois d'avoir du rythme, des choses marrantes. Là, pour nous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fun et déluré. Là, je suis dans du baroque, je me suis éclatée, c'est sorti tout seul très vite. Mais d'aller chercher aussi derrière. J'ai toujours envie de faire passer des messages. Donc, il y a des thématiques sur le vivre ensemble, tout le temps, sur la boucle, le recyclage, le deuil aussi. Donc ça, j'ai hâte qu'ils sortent. Et puis après, voilà, j'écris et puis on verra chaque projet où est-ce qu'il trouvera sa place. On t'entend beaucoup parler de vivre ensemble. J'ai vu que tu travaillais aussi, que tu avais eu des projets à plusieurs. Est-ce que tu peux nous parler de Fromaginaire ? Ouais, ça aussi, tout est pépite. Je ne peux pas choisir, mais Fromaginaire, donc l'écriture, ma façon d'écrire en tout cas à moi, et un peu, je la compare pas mal au footing, à la course à pied, c'est-à-dire que quand on court, c'est un effort qu'on fait tout seul. Personne ne peut courir à notre place, à moins de monter sur les épaules de quelqu'un, mais on court pas. Dans ce cas-là, on n'est plus en train de courir. Mais par contre, le fait de le faire à plusieurs, d'avoir des gens autour qui n'ont pas forcément... c'est pas forcément le niveau. On est tous différents. Après, c'est vrai que on est un groupe homogène à peu près au même moment, à la même vitesse. Enfin, c'est jouissif d'avoir des gens à côté qui ont le même rythme que vous et de progresser ensemble. Et moi, en tout cas, je vais souvent plus loin quand en course à pied, quand j'ai des gens à côté de moi, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait un truc, j'y aurais pas pensé, et je regarde, et puis on discute, et des fois ça débloque, on a une petite douleur, mais en fait on a discuté, puis elle est passée, et ça permet de passer des stades qui sont pas simples, parce que écrire et avoir une volonté d'être édité, publié, rencontrer des lecteurs, c'est comme trouver, c'est même plus difficile que trouver son premier job, parce que trouver son job, on a fait une école, il y a des trucs, tout est très carré, très français, c'est compliqué, mais quand on veut écrire et se lancer dans le grand bain, on n'arrive pas face aux éditeurs avec un petit speech, je sors de telle école, etc. Il y a des hauts, il y a des bas, même dans l'écriture, il y a des moments où on est hyper content, ça sort tout seul, puis il y a des moments où c'est plus compliqué. Et du coup, c'est vrai que la vie a fait d'ateliers en écriture, en festival, j'ai rencontré des gens et on a fait un groupe d'amis. On écrit ensemble chacun nos textes. Parfois, on écrit, certains écrivent à plusieurs, Benjamin Lupieux et Sylvie Poulain, et même Thomas Mariani, qui ont fait les mystères de Kirsch. Et à un moment, dans une de nos retrouvailles, on a beaucoup blagué et on a parlé fromage. J'adore le fromage, savoyarde quand même d'origine. Et en fait, il y a tellement de blagues, je dis non mais ça, faut en faire un livre. J'avais été à l'époque sélectionnée dans Marmite et Micro-ondes, l'anthologie publiée par Géphir. Donc c'est vrai que j'étais en plein dans la littérature gastronomique. Et la littérature gastronomique d'imaginaire, c'est un tout petit créneau, mais ça existe. Et en fait, c'est ça. J'ai lancé le truc, au bout de peut-être 6 mois, j'ai envoyé une nouvelle que j'avais écrite, et puis Sylvie a enquillé, et en fait, le projet s'est fait pépite, parce que chacun a donné ce qu'il était, en fait, et on a eu des pros du tableau Excel, on a eu des pros de la com, on a eu des pros de l'organisation, et on s'est tous structurés, on a fait Fromaginaire, on a fait un Ulu, on en a imprimé 500, on en a vendu 500, peut-être 480, il doit en rester quelques-uns, mais il commence à devenir rare. Et c'est vrai que cette expérience, j'étais presque plus éditrice parce que voilà, c'était un vrai plaisir pour moi de découvrir les nouvelles de mes amis, de les retravailler un peu, de les lire à voix haute. J'adore prendre ce recueil et lire certaines nouvelles à voix haute, c'est poilant, c'est génial. Et du coup, en fait, je pense que je préfère les nouvelles de mes amis à la mienne, en fait. Et donc voilà, c'était un beau projet collectif. Eh ben écoute, merci encore d'avoir participé à cette super interview. Merci de me l'avoir proposé, de m'avoir écouté, parce que ça va vite et j'en dis beaucoup. J'espère que j'ai pas noyé tout le monde. Et écoute, au plaisir de te revoir en salon et puis de découvrir tes prochaines publications. Ouais. Merci beaucoup Vincent, et bonne lecture. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouveaux entretiens. Et n'hésitez pas à passer sur notre site pour découvrir les 1000 facettes de l'imaginaire.